Bien, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir à Monaco et de retrouver certains d'entre vous fidèles à ce bel événement et de vous accompagner en ce début d'après-midi sur cette séquence dédiée donc à l'agilité, le grand saut des ETI vers plus d'agilité. On va y revenir à la transition numérique des entreprises connaît aujourd'hui une accélération, hein. Clairement, il n'y a plus de pause et les DSI dont Boris est le porte-parole aujourd'hui, on va y revenir, et les directeurs innovation, Frédéric est avec nous, effectivement, sont aujourd'hui confrontés. On va essayer de mieux comprendre cette double exigence, à la fois aller plus vite, accompagner ce passage à l'échelle avec les complexités qui l'accompagnent, et puis sécuriser davantage. Et donc, on va essayer de comprendre aussi finalement comment cette agilité intervient à différents titres, hein. Il y a évidemment cette agilité organisationnelle à laquelle il faut répondre, le recours à des méthodes adaptatives. On va essayer de mieux comprendre avec vous de quoi il s'agit, cette capacité à anticiper tout en accompagnant ce passage à l'échelle dont je parlais. Pour ça, plusieurs leviers stratégiques sur lesquels on reviendra, la veille notamment, qui est très importante, la coopération, là encore une fois, un sujet clé entre les métiers, notamment, et puis évidemment comment concilier innovation et cybersécurité, là encore une fois un sujet clé. On va en parler avec vous qui nous avez fait l'immense amitié d'être avec nous cet après-midi. Boris Poderousse, merci d'avoir accepté cette invitation. Directeur des systèmes d'information du groupe Stern, et donc vous êtes bien à l'affiche. Frédéric Charles, merci également d'être avec nous. Directeur stratégie digitale et innovation de Suez Smart Solutions. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bonjour à tous. Pour donc aborder cette dimension de l'agilité, essayer de me comprendre ce qui se cache un peu derrière ce terme devenu un peu le buzzword, et donc essayer de mieux comprendre ce qu'il en ressort. Peut-être, Boris, on démarre avec vous sur essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a été impliqué par ce fameux passage à l'échelle, hein, du groupe Stern, où vous avez complètement changé de dimension de manière très rapide. Comment ça a impacté la DSI et qu'est-ce que ça a nécessité de votre part? Ok. Donc déjà, le groupe Stern, c'est un groupe qui offre à ses clients des services autour du transport urgent et de la logistique bas carbone. Et donc effectivement, on est passé une grosse échelle puisque quand je suis arrivé fin 2017, le groupe c'était 450 collaborateurs, on faisait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est 2300 et on fait entre 5 et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. La DSI, c'était 6 personnes et on est 38 aujourd'hui. Donc, et pour finir, il y avait 3 structures juridiques et je ne les compte plus, on est à plus de 40 ou 50 aujourd'hui. Donc voilà, ça donne une idée de la croissance du groupe. Une croissance à la fois organique, soutenue pendant de nombreuses années à 2 points, à 2 chiffres, et beaucoup de croissance externe. On a doublé de taille plusieurs fois en fait en 7 ans. Donc effectivement, d'un point de vue informatique, ça a été des gros enjeux, notamment parce que il y avait beaucoup d'obsolescence en fait quand je suis arrivé dans les systèmes, les infrastructures, les logiciels métiers, tout était assez obsolète et il a fallu pour autant digérer cette croissance, l'accompagner même, et tout en essayant de consolider les fondations et de repenser complètement le SI brique par brique pour devenir le support de cette croissance et ne pas la subir justement. Et la dimension aussi, on y reviendra parce que je sais que c'est important, Frédéric, cette notion aussi de résilience, hein, qu'il fallait, parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, dans un secteur de la logistique, hein, particulièrement challengé et perturbé, clairement, c'était une dimension importante. Exactement. Challenger à la fois parce que justement nos clients nous demandent toujours plus d'agilité et qu'on fait vraiment des solutions sur mesure pour s'adapter à eux, à leurs besoins. Et donc nous, on est vraiment sur un credo de sur mesure et pas d'une offre catalogue dans laquelle les clients piochent. On est challengé aussi sur les aspects cyber puisque la supply chain est ultra ciblée pour atteindre indirectement des grands comptes ou même sur des attaques étatiques également. Donc ça, on l'a vu beaucoup depuis le Covid. La supply chain était très attaquée et puis ensuite, à travers les différents événements, le début de la guerre en Ukraine en 2022 et même là, ces 2 dernières années, voilà, c'est du quasi quotidien en fait. Et donc, on doit absolument traiter ces aspects-là en plus d'apporter des solutions à nos métiers, voilà, et à nos clients.
Oui, donc dans ce que vous évoquez, c'est à la fois réduire l'obsolescence, ça vous l'avez souligné, mais c'est aussi cette notion de digitalisation des process, et ce n'était pas forcément le cas au départ quand vous êtes arrivé. Non, c'était Donc plutôt la préhistoire, oui. voilà. Et donc, comment est-ce que vous avez réussi à faire passer les bons messages pour que ce soit intégré, compris par les métiers, et donc qui est finalement un peu l'ensemble de la société, de la structure qui vous accompagne dans cette dimension-là? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Stern, on est un groupe qui est en LBO, donc ce qui veut dire qu'on a des actionnaires qui peuvent changer au cours du temps sur des cycles assez réguliers. Et donc moi, je suis arrivé en tout début de LBO, donc il y avait le PDG m'a présenté une trajectoire assez claire en fait de là où il voulait aller et à quel horizon. Donc c'était déjà un peu plus facile pour moi d'avoir une vision et du coup de transposer cette vision business en une vision déjà d'établir un état des lieux, d'où je pars et comment je fais pour atteindre la cible, comment je découpe ça en petits pas mais en pas ambitieux, comme me le disait tout à l'heure Frédéric, pour atteindre au plus proche cet objectif et dans un temps contraint. Voilà. Et donc là, la vision du dirigeant qui est essentielle. Alors, on ne va pas déflorer le sujet de demain sur la gouvernance, mais quelque part, c'est ce que vous évoquez, vous faites ce lien. Frédéric, un mot sur justement cette dimension pour les ETI qui prennent réellement conscience de l'importance du système d'information avec cette agilité. On l'a entendu, bien sûr dans l'organisation, bien sûr dans les logiciels, mais il y a tous les process en fait qui sont à prendre en compte. Oui, tout à fait. Mais déjà, je vais revenir un peu sur les éléments éclairants de Boris. Et la caractéristique clé d'une ETI, en fait, et donc d'être directeur des systèmes d'information d'une ETI, c'est que c'est une société en croissance. Moi, j'ai travaillé dans des grandes sociétés, et c'est vrai que des fois, on est plutôt en renouvellement. On passe son temps à changer des choses, il y a un peu de réglementaire, on change les systèmes. Alors qu'en fait, le système d'une PME, une ETI avant d'être ETI, il était PME, après ETI, il y avait une grosse ETI, peut-être grand groupe international, et ça se passe sur des temps très courts. Et donc, en fait, le changement de paradigme, il est permanent. Peut-être que le business model ne change pas et que c'est des acquisitions qui permettent de l'enrichir ou c'est du développement commercial, mais les systèmes d'information changent. Et l'agilité, elle arrive naturellement parce que, en fait, ce n'est pas possible de changer l'ensemble d'un système d'information régulièrement quand on est en croissance et qu'on change d'activité. Donc, on est obligé d'avoir cette trajectoire. Et je crois qu'il y a le côté LBO et le fait qu'à un moment donné, on s'est posé la question de dire, OK, un LBO, j'imagine que vous avez un business plan. Vous dites, OK, on est là, on veut aller là. Pour aller là, il faudra avoir ainsi. Et ça, c'est ce moment-là qui est vraiment le déclencheur de dire, ah tiens, le SI est stratégique. Moi, c'est un des premiers moments dans l'entreprise où on se dit, ah tiens, et le DSI est essentiel. D'ailleurs, tu as été recruté pour ça, je te l'annonce. et donc, le SI est stratégique, le DSI est stratégique, et l'agilité s'impose parce qu'on ne va pas sur le modèle cible tout de suite, on va y aller étape par étape. Et donc, il faut trouver un chemin où on va itérer. Et finalement, dans agilité, il y a deux idées intéressantes. Il y a la notion d'itération. Alors, on parle de MVP. Mais la deuxième idée importante, c'est qu'elle n'est pas réservée qu'à la direction des systèmes d'information. Oui, il y a les projets agiles, de développement agile, mais si les besoins ne sont pas formalisés de manière agile et si le déploiement ne se fait pas de manière agile, donc avec cette étape, et avec la même vision portée par la direction, en fait, ça va pas se passer et tout va devenir un problème SI, alors qu'en fait, ça peut être un problème de processus derrière. Et on ne mesure pas assez aussi le fait que l'agilité réduit le risque. Alors là, je vais prendre un exemple qu'il y a dans la presse. Je ne sais pas s'il y a des gens de Jiffy dans la salle qui peut-être témoigner, mais si vous lisez dans la presse Jiffy, qui a changé son système d'information au niveau des stocks de manière globale dans un projet Millennium, en fait, n'a pas réussi finalement à le changer. Et derrière, un impact, puisque en fin d'année dernière, moins 9% dans les ventes, parce qu'il n'y avait pas les approvisionnements qui étaient là. Donc il y a aussi l'élément que une ETI, elle est quelque part fragile. On pourrait peut-être revenir sur ce côté supply chain. Elle est fragile. Et donc, il y a en fait le SI, il est non seulement stratégique, mais dès que ça tousse, le business tousse. Et les métiers, voilà. Donc, l'agilité, c'est vraiment partout, en amont, en aval, au niveau du SI. Il faut accepter qu'on va avoir plusieurs itérations, plusieurs versions de ce système d'information et qu'on va passer de Jiffy en l'occurrence, ils avaient 600 magasins déployés, ils voulaient avoir 1000 magasins, 10 000 salariés et c'est ce passe en 2027 avec un plan ambitieux et c'est ce plan-là. Alors, on n'a pas non plus beaucoup de ressources, c'est la dernière caractéristique que je mettrai en avant dans les ETI, au sens une DSI, alors on a entendu la 6 à 38, mais parce que beaucoup d'acquisitions, mais l'air de rien, même 38, c'est
pas beaucoup. Enfin, ça peut être dès qu'on le croise par techno, par projet, par machin, par domaine, ça peut être très petit. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé de faire avec les talents internes et donc beaucoup de formation. Et ça, c'est un élément. Alors moi, dans mon cas, beaucoup de mon expérience vient du fait que, effectivement, j'accompagne dans le cadre de cours de management que je donne dans des masters système d'information dans des écoles de commerce, où je vois passer des personnes qui sont directeurs marketing, responsables de projet, et qui viennent chercher le vernis digital et la compréhension justement de l'agilité, de cette transformation digitale pour pouvoir l'appliquer dans leur métier derrière. Parce que la rater, en fait, peut poser un problème. Donc aujourd'hui, le SI stratégique et l'ETI développent de manière agile. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, dans cette démonstration que vous évoquiez, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans un sujet purement technique ou technologique, mais vraiment dans une notion stratégique. Et vous êtes un peu à la croisée des chemins, finalement, entre les différents acteurs dont parlait Frédéric, avec des incidences et donc des impacts qui sont très forts et finalement rapidement mis en lumière, surtout quand ça ne se passe pas forcément bien, malheureusement. Et donc, Boris, est-ce qu'on peut-être, on va reparler de la supply chain après, Frédéric, évidemment, sur cette dimension peut-être un peu opérationnelle, entre guillemets, c'est-à-dire les actions que vous avez mises en œuvre, que vous pouvez partager avec celles et ceux qui sont dans des ETI ici aujourd'hui, pour justement accompagner ce passage à l'échelle, cette transition, en associant les métiers, parce qu'on a compris qu'effectivement, il y avait cette notion d'embarquer l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils arrivent à mieux comprendre où est-ce que vous voulez les emmener, tout en sachant que c'est parfois complexe, parce que 38, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas beaucoup, compte tenu de tous les projets. Donc là, forcément, il y a une priorisation à mener, et ça, il faut l'expliquer. Alors, les étapes clés, déjà, donc on est parti d'une vision qui a été exprimée par notre dirigeant et nos actionnaires. Les étapes clés, donc, c'était de consolider l'existant déjà pour éviter qu'il s'écroule, tout en devant adresser le nouveau business entrant, parce qu'on est vraiment business driven. On a un business plan de 8% de croissance du CA par an, donc il faut l'assumer. Avec un ici obsolète, c'est compliqué. Donc voilà, déjà les efforts ont été à assurer le quotidien, assurer la capacité à absorber ce nouveau business. Ensuite, c'était donc définir les points essentiels de réussite de notre projet. Dans notre secteur, le point clé, on est sur du B2B, c'est la traçabilité de tous les flux qu'on opère, parce que livrer un colis à l'heure au bon endroit, même si c'est un petit miracle tous les jours dans la façon dont, avec la précision avec laquelle c'est fait pour le client, c'est que 50% du boulot. Il faut aussi la data qui lui permet de mieux comprendre ses flux parce que on a beaucoup de donneurs d'ordre qui sont des responsables transport logistique de grosses sociétés qui ne maîtrisent pas leurs flux et qui ont besoin de la data des transporteurs ou des logisticiens qu'ils emploient pour mieux comprendre leurs flux, optimiser leurs coûts, etc., optimiser leur cadence, les temps de livraison, de réduire le temps entre le besoin d'un client final et le fait qu'il ait la marchandise livrée en pleine nuit dans son SaaS ou dans le coffre de son véhicule. Donc voilà, ça c'est des points importants. Donc la data, elle est très importante. Et puis je parlais d'un SI obsolète. C'était une espèce de gros monolithe pas facile à faire évoluer. Donc on l'a découpé un peu en petits morceaux pour que ce soit des morceaux plus maîtrisables. Donc ça rejoint un peu l'idée de l'agilité, d'y aller par petites étapes pour pas casser la production. Et au niveau organisationnel, on a identifié en fait les compétences nécessaires par rapport à notre projet, quels étaient les sachants métiers dans les différentes directions. Alors, on est encore une fois dans une société qui a la culture de l'urgence, donc les gens sont très occupés, ils n'ont pas beaucoup de temps à passer sur des projets IT. Pour autant, ils détiennent des connaissances essentielles. Et donc, on n'a pas pu déployer en fait l'agilité sur l'ensemble de l'entreprise. Elle s'est arrêtée un peu aux frontières de la DSI, malheureusement. En tout cas, on tend à la faire étendre. Mais donc, ça veut dire que les chefs de produits, les product owners, donc c'est le terme qu'on utilise dans la méthodologie Scrum, en fait, ils sont à la DSI, ou plutôt ce sont des proxys, des implants au sein de la DSI qui vont interviewer en fait, des sachants métiers lors d'ateliers de cadrage, voilà, récupérer les informations essentielles, les rechallenger au cours du temps s'ils ont des besoins de préciser des choses. Mais on ne peut pas détacher en fait, des sachants métiers pendant des jours, voire des mois sur des projets. Ils n'ont pas le temps, ils sont dans les opérations. Donc voilà, ça c'est la difficulté qu'on a rencontrée, ce qui forcément met un frein, plus d'interlocuteurs intermédiaires, ça génère aussi parfois plus de déperdition. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est organisé.
Et donc après, effectivement, il faut avoir de la comitologie qui permet régulièrement de mesurer l'avancement. L'intérêt de l'agilité, c'est de faire des livrables très réguliers. En l'occurrence, nous, on livre toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire que quasiment tous les jours, on a des déploiements sur un ou plusieurs applicatifs. Donc on livre très très court. Il y a des principes en agilité. On pourrait citer plein de phrases toutes faites, mais par exemple, il y a le fail fast, il y a le fait de test and learn, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'on cherche en fait à ne pas s'embarquer sur un projet de 6 mois de durée, on cherche plutôt à le découper et à mettre entre les mains du métier des livrables de manière très rapprochée pour qu'ils puissent mesurer un avancement, aussi pour intégrer le changement. C'est le principe même de l'agilité, c'est d'intégrer le changement. Moi, j'ai beaucoup de développeurs qui me disent ah, le métier, ils sont chiants, ils changent tout le temps d'avis. Mais oui, mais c'est la vie en fait, et c'est normal. Le métier doit s'adapter aussi aux changements, aux changements de besoins de nos clients. On est là pour s'adapter. Et donc, on ne peut pas se dire on se lance dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans de transformation du SI, et puis arriver au bout des 3 ans et se dire en fait, on est à côté de la plaque, les clients ont changé d'avis. Donc, l'agilité, c'est aussi ça. Et donc, dans tous nos process, dans tous les métiers de la 2SI, on doit intégrer ces changements. Et donc, l'agilité, c'est une forme, une façon de chercher à y répondre. Voilà ce que je peux dire dans un premier. Dans ce que vous évoquez, et on revient sur la supply chain, Frédéric, ce que vous évoquez à l'instant, on voit que c'est pas toujours évident. Alors là, vous le synthétisez en 2 minutes, mais on imagine à la fois la complexité de se dire, voilà, il y a des projets qui peuvent nécessiter plus de temps, mais il faut des livrables rapides. En même temps, il faut arriver à donner une vision avec un horizon, et donc ça, c'est compliqué versus des temps à 2 semaines que vous évoquiez. Et puis en même temps, il y a aussi des arbitrages ça, c'est à un faire. des risques, c'est un des travers de l'agilité, c'est que quand on raisonne à cycle court, on a tendance à avoir une visibilité qu'à court terme, si on ne fait pas l'effort de toujours comparer avec la cible et des objectifs intermédiaires. Donc c'est très important pour ne pas faire peur à nos métiers ou à notre direction, de toujours donner, en fait, de positionner là où on se trouve par rapport à la cible et de donner une vision à moyen et long terme. Voilà, ce que j'ai pu observer dans pas mal d'organisations qui implémentaient des méthodes agiles, c'est qu'elles s'enfermaient assez vite dans une vision très court terme et du coup les métiers étaient complètement perdus, voire flippés. Oui, parce qu'effectivement, pour continuer à avancer, il y a cette nécessité d'avoir une visibilité, de savoir un petit peu où on se projette. Effectivement, ensuite, il y a des réajustements qui sont nécessaires, mais important de le repréciser, mais pas toujours évident à concilier les deux. Frédéric, il y a la supply chain, vous l'avez souligné. Ça doit effectivement se combiner, là encore une fois, avec agilité, avec souplesse, avec le CRM, 2 éléments qui sont stratégiques pour les ETI. Comment on y parvient et quelles sont les difficultés ? Oui, tout à fait. Alors, quand on parle de CRM, supply chain, dans les grands groupes, on imagine des domaines séparés, mais en fait, dans une ETI, c'est la colonne vertébrale. C'est ce qui fait le lien généralement de la proposition de valeur. Donc, prendre comme exemple, par exemple, Petit Forestier, c'est des camions que vous pouvez voir dans ton domaine, mais c'est pas tes concurrents. Des petits camions que vous voulez voir sur la route marqués Petit Forestier, ce sont des camions frigorifiques. Ils sont tous fabriqués sur mesure pour chacun des clients. Parce qu'en fait, quelqu'un qui transporte des vaccins, ou qui transporte de la boucherie, ou qui transporte des yaourts, n'a pas besoin nécessairement des mêmes équipements à l'intérieur. Donc comment je fais des produits industriels de manière totalement personnalisée ? Typiquement, c'est le CRM, c'est je comprends mon client et je suis en vente, mais quand je vends, j'ai déjà la configuration, je suis déjà connecté à l'usine, et l'usine va déjà me dire combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter. Et à la fin, il faut que je le livre au bon moment. Voilà. Donc on voit avec cet exemple-là, que en fait c'est vraiment ce que j'appelle la colonne vertébrale. Et si on n'a vraiment pas de budget et qu'on n'est pas dans un grand ancien d'information, d'une grande collectivité locale, dans une grande entreprise, et qu'on veut aller à l'essentiel, à l'os, comme certains ont dit, c'est vraiment la chaîne clé. Et ça, c'est totalement lié aux revenus en fait et au business model. Et quand ça ne marche pas, l'échec de Jiffy, je citais, c'est tout simplement la gestion de stock qui est partie en vrille. Et résultat, les magasins ne savaient plus quoi commander, n'avaient plus les bons produits, et l'impact, il est immédiat. Voilà. Donc la logistique, elle est vraiment essentielle. Mais ce n'est pas que les systèmes. Les systèmes peuvent être, il faut les connecter, on va de plus en plus vers du temps réel, mais ce n'est pas que les systèmes, bien sûr, c'est les processus. C'est aussi les personnes. Et dans le changement, je reviendrai après sur ce que c'est que la conduite des changements. Dans le changement, en fait, c'est des choses aussi bêtes que le fait qu'est-ce qu'une donnée ? Parce que pour quelqu'un qui gère un stock,
il voit ses piles de carton, il est là, il les a par couleur, il sait combien il y en a. Mais il ne sait pas que s'il ne saisit pas l'information, les autres qui ne sont pas physiquement là ne le savent pas. Donc voilà, donc c'est la valeur de l'information dans le système d'information, de la data, mais rien que cette culture de la donnée, de dire, attends oui, mais attention, c'est mon moyen d'interagir avec le reste de l'entreprise, et c'est une de mes responsabilités d'avoir la bonne information, et quand on a un produit qui sort, de le faire sortir ou de le faire entrer. Voilà. Donc le changement, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de conduite des changements, ce qu'on oublie souvent des fois, c'est que si on veut conduire le changement, il faut en faire un objet de management pour le piloter. Donc il faut les nommer. Donc en fait, il faut les identifier. Ça veut dire que en fait, dès qu'on met en place un nouveau système d'information, en fait, on dit ok, qu'est-ce que ça change pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Avant, je prenais mes instructions à tel endroit, et maintenant je vais devoir aller me connecter à un écran pour l'avoir. Ok, ça c'est un changement. Avant, je n'avais pas besoin de saisir mes données d'inventaire dans la journée. Je le faisais le soir, tranquille, parce qu'il y a moins de bruit. Bon. Et donc, le fait de cette chaîne, elle est essentielle. C'est vraiment le minimum, mais il faut vraiment s'assurer qu'on a un mode de fonctionnement qui est fluide. Et quand on déploie un nouveau système, vraiment accompagner les équipes de bout en bout. Donc l'accompagnement humain, mais sur des choses qui sont vraiment micro en fait, hein, mais qui peuvent faire péricliter le système. Ce que vous dites là, ça peut paraître, on pourrait presque se dire, vu d'ici, dans cette salle, que c'est du bon sens. Néanmoins, quand on a ce passage, cette transformation de la PME vers le TI, avec tout ce que ça implique, la personne elle-même qui est dans son métier, dans son quotidien, ne se rend pas forcément compte de cette nécessité. Et donc, c'est là où l'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs fait sens et ensuite vous permet à vous, au niveau de la DSI, de pouvoir délivrer d'un certain nombre de projets. Sans cela, effectivement, il y a vraiment des césures. Et donc là, ça périclite aussi à votre niveau la data. Vous avez souligné qui est absolument clé. C'est le premier point que vous évoquiez d'ailleurs, Boris, tout à l'heure. Oui, mais on parlait de bon sens. Je pense qu'en fait, dans nos métiers, c'est surtout rappeler les règles de bon sens, et ça s'applique dans la cyber. C'est les règles de sécurité que doivent appliquer les usagers du SI. C'est que des règles de bon sens à la base. Dans les méthodologies de gestion de projet, c'est la même chose. Il y a énormément de bon sens, mais en fait, c'est toujours bon de le rappeler, et c'est toujours bon d'accompagner les équipes là-dessus. La data, pour y revenir, c'est un élément clé en fait dans la transformation digitale, numérique, peu importe le nom qu'on lui donne. Si on n'introduit pas une culture de la donnée dans l'entreprise, une gouvernance pour la gérer, qui est dans l'entreprise est propriétaire de la donnée, qui doit mettre à jour l'inventaire pour que on puisse réapprovisionner en automatique sans avoir à lui poser la question, ou qu'il attende d'être en rupture pour nous dire au fait il me faut des nouvelles références. Voilà, ça c'est indispensable. Et surtout quand on voit les technologies émergentes en plein air, on a parlé beaucoup d'IA. On ne peut pas faire de l'IA si on n'a pas des bonnes données à lui donner en fait en amont. Des données médiocres en entrée, ça fait des données médiocres en sortie, même avec le plus beau système du monde. Donc ça, c'est un point clé. C'est souvent négligé aussi, effectivement. La transformation, peu importe qu'on le fasse en agilité ou pas, même si nous, on croit beaucoup à l'agilité tous les deux, ça se fait en redéfinissant les processus, en travaillant l'organisation avec les équipes, avec le management, et en travaillant la gouvernance de la donnée. Voilà, on a beaucoup parlé d'éléments internes aux entreprises, aux organisations. Il y a aussi l'externe. On disait tout à l'heure, à la DSI, c'est un niveau stratégique aujourd'hui. Clairement, on le voit avec notamment les enjeux géopolitiques, les impacts économiques, nationaux, européens, internationaux, la compliance dont on a aussi parlé, qui viennent percuter la DSI, qui viennent impacter votre feuille de route, qui viennent impacter les projets qui étaient prévus. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension de plus en plus importante dans votre quotidien? Comment est-ce qu'on arrive à la gérer, encore une fois, avec agilité? Alors, si je peux me permettre 30 secondes, je me suis amusé à lister tout ce qui était venu perturber notre feuille de route. 30 secondes seulement? 30 secondes. Parce que je pense qu'on était parti pour 4 heures. Non. Le Covid en 2020, qui a engendré des pénuries de matières premières, des produits nécessaires sur la logistique amont, un fort affaiblissement des industries avec lesquelles on travaille beaucoup, nous, dans notre secteur, donc l'automobile, l'aéronautique, toutes ces industries-là, elles ont souffert, elles continuent de souffrir énormément. Et donc, il a fallu trouver pour nous des relais de croissance, d'autres secteurs d'activité dans lesquels se développer. Le début de la guerre en Ukraine, c'est bête, mais au moment où on a signé le rachat d'un groupe qui était basé en Allemagne, en Autriche et au Benelux,
C'est le moment où la guerre en Ukraine s'est déclenchée, ce qui a engendré une crise économique majeure en Allemagne, une crise énergétique, donc une double crise, ce qui a eu un effet très négatif sur la santé financière de cette entreprise. Et donc, on était en train de parler de convergence IT, de synergie. Bon, on a déjà parlé de rétablir une bonne santé financière. Donc, ça a perturbé pas mal les plans de convergence. Un peu plus récemment, les JO en 2024, être capable de délivrer à Paris en plein JO avec les 3/4, voire 90% des ponts fermés, c'était pas simple. Je vous passe toutes les zones de faible émission qui ont émergé dans toutes les grandes villes où du coup il faut revoir complètement son plan de transport, verdir toute sa flotte de livraison, voilà, des choses comme ça. Les réglementations, le passage de 90 à 80 km/h, on se dit, ça change quoi? Nous, ça change en fait. On a un plan de transport qui est précis à 15 minutes près en national. Donc 90 à 80 km/h, c'est largement plus d'un quart d'heure d'impact. Donc il a fallu tout revoir. C'est la baisse drastique de nos émissions de carbone. Là encore, travailler à réduire nos émissions, à verdir nos flottes, à travailler des contenants réutilisables avec nos clients pour réduire les émissions, etc. Le RGPD, DORA, NIS 2, maintenant les enjeux de souveraineté avec la guerre commerciale entre les US et la Chine. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses qui viennent nous impacter en fait. Et alors, comment est-ce qu'on les gère? Comment est-ce qu'on les intègre? En 30 secondes, encore une fois. Déjà, se tenir informé, faire de la veille, comme vous l'avez dit. C'est être au cœur de l'actualité des opérationnels, de l'actualité commerciale aussi, parce qu'il faut anticiper les enjeux de nos clients, identifier en fait des tendances, se dire est-ce que nous on est capable d'y répondre, est-ce que notre SI va être capable d'y répondre, ou est-ce qu'il faut entamer dès maintenant des changements majeurs, parce que quand on va gagner ces contrats, il faudra les assumer et ce ne sera pas 3 ans après, ce sera tout de suite. Donc c'est déjà ça en fait, c'est donc être impliqué dans le quotidien des différentes équipes de l'entreprise. Être au CODIR, je pense que c'est important pour bien comprendre les différents enjeux, les différents risques qui pèsent sur le groupe. Les enjeux de réglementation, ils peuvent être très très forts. Nous, par exemple, on est prestataire de services essentiels pour les banques. Tout ce qui est banque, assurance, grande administration, c'est plus de 40% de notre CA. Donc quand une banque se retrouve avec une réglementation qui s'applique à elle, quasiment dès le lendemain, elle s'applique à nous de fait. Donc il faut anticiper tout ça. Donc il y a des normes comme l'ISO 27001 qui peut aider sur la sécurité des systèmes d'information. Il y a tout un tas de solutions autour du RGPD, etc. Mais voilà, c'est des impacts qui peuvent s'appliquer à nous dans certains secteurs d'activité, alors qu'on serait dans d'autres, on ne les aurait pas forcément. Est-ce que vous avez accès à un certain nombre d'informations pour vous éclairer justement sur ces dimensions géopolitiques ou économiques qui pourraient avoir un impact? Est-ce que vous avez des cercles d'échange, de discussion ou des moyens d'avoir accès à des informations qui peuvent être plus précises d'un point de vue aussi sectoriel pour vous accompagner dans cette dimension? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez accès ou est-ce que ça pourrait être justement un axe d'amélioration compte tenu de la dimension de plus en plus stratégique qui vous revient? Moi, dans mes activités, j'avais la veille technologique. Et en l'occurrence, sur la crise des semi-conducteurs, qui, quelque part, est dans les pénuries, très très tôt, on a pris conscience, avant que ce soit dans la presse, de l'importance des ruptures et autres, et des scénarios alternatifs d'approvisionnement, parce qu'en fait, on fait des compteurs connectés aussi à côté. Et on a besoin de puces, et de faire des changements là-dessus. Oui, c'est essentiel d'avoir cette visibilité-là, et puis si on ne l'a pas soi-même, de toute façon, il y a s'abonner à des spécialistes de ce type de veille d'information. Des médias, des réseaux de pairs aussi. Moi, je suis dans plusieurs clubs de DSI pour échanger avec mes pairs sur les problématiques qu'on peut avoir, les solutions que certains peuvent mettre en œuvre, des méthodes innovantes qui génèrent des idées. Donc, on l'a dit en plénière, là aussi, ça a été dit. L'idée, c'est de s'intégrer à certaines communautés pour que ça profite à tous, en fait. Et tout seul, on ne peut pas tout surmonter. Surtout que ensemble, seul, on est plus c'est fort. pas possible de pouvoir driver l'ensemble de ces éléments. Les impacts, Frédéric, que vous percevez quand on est à la direction de l'innovation, on est percuté par ces enjeux géopolitiques, politiques, économiques. Déjà, si on a fait le choix de l'agilité, je pense qu'on a plus de chances de s'en sortir, parce que comme on avance sur des petits trucs, ça remet moins en cause l'ensemble de l'échafaudage. Donc ça, c'est quand même c'est le côté résilience. On n'a pas parlé de la cyber, mais le e-commerce a été ça aussi pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME. Je cite souvent l'exemple de distributeurs, le Galet Bouchard, ou Wurt, ils font la distribution
la distribution de matériaux pour le bricolage, pour les professionnels. Bon, du jour au lendemain, il y a Mano Mano qui est arrivé. En plus, c'est des Français, donc on ne peut pas dire oh, c'est méchant américain. Et ils ont explosé le truc. Voilà, ils ont dû se réorganiser, ils ont dû changer, ils ont dû intégrer ce canal. Donc des fois, c'est le changement. Voilà, ça peut être juste une externalité voilà, mais à la limite, on remplace un distributeur par un autre. Bon, ok, il y a les droits de douane, donc on va changer de fournisseur, alors que là c'est carrément en interne. Donc c'est un message pour dire bah oui, sans agilité ça va casser, mais je vais pas avoir, c'est comme j'ai un gros séisme et ma structure va pas pouvoir l'absorber. Et le lien entre, on a parlé de la conduite des changements, il faut voir que conduite des changements et agilité, en fait, c'est un petit peu la même vision des choses. À la fin, on veut un changement. L'agilité, on va le prendre en compte dès le départ en avançant et en impliquant les collaborateurs, en co-construisant avec eux, en travaillant avec eux. Donc, ils vont déjà ils vont savoir de quoi ça parle, alors qu'en conduite des changements, mon plan de conduite des changements, c'est quoi? C'est un plan de formation, mais là, ils auront déjà été un peu formés. Un plan de communication, ils ont quand même découvert le truc qu'ils ont co-construit. Un plan d'évolution des métiers, quelque part, ils ont écrit les nouveaux processus nouveaux, donc ils ont déjà fait un peu ça. Et effectivement, après, de l'organisation qui vient derrière. Donc, en gros, plus on va être agile en amont dans la construction avec les métiers, d'où l'importance d'impliquer les métiers dans le cycle agile et pas considérer que l'agilité, ça commence à la porte de la DSI. Non, l'agilité, c'est de bout en bout et ça commence même avec la veille juridique et ça se termine avec l'aval derrière et les déploiements chez les clients. Cette méthode agile, elle vous permet aussi de mieux expliquer les arbitrages que vous devez réaliser. C'est souvent le cas dans les projets, puisqu'on l'a dit, beaucoup de projets, beaucoup de besoins, beaucoup de demandes. Ça va très vite et en même temps, on est 38 pour faire tout ça. Est-ce que cette méthode agile vous a permis de mieux faire comprendre des décisions, des arbitrages, peut-être de repousser des projets aux équipes puisqu'elles étaient intégrées dès le début? Oui, parce qu'en fait, il y a un principe d'agilité qui est qu'on peut intégrer le changement, il n'y a pas de problème, mais les ressources étant pas infinies, en fait, si on doit intégrer une nouvelle fonctionnalité, par exemple, en cours de route, il faut qu'on en dépriorise une à peu près de même poids pour que ça tienne dans les plannings, sinon ça ne tient pas. Donc ça, c'est un principe fort. Donc on essaye ça veut dire, pour y arriver, en fait, avec nos directions métiers, le point essentiel, et ça rejoint celui de la conduite du changement, c'est la communication. Plus on partage une vision commune, plus on communique sur les sujets qui sont menés, pour quand ils vont être livrés, quand est-ce qu'on aura besoin des uns et des autres pour recéter, pour déployer, pour aider à former les équipes, à accompagner sur le terrain lors des déploiements, etc. Plus on travaille ensemble, plus on partage une même vision, et mieux ça se passe. Voilà. Et donc la difficulté, et ça c'est facile à dire, la difficulté c'est le quotidien, c'est que chacun y absorbé, la tête dans le guidon, etc. Et donc il faut arriver à bien s'aligner, mais la communication c'est la clé en fait. Voilà. Et j'ajouterais que ça tue une vision souvent partagée entre la DSI et les métiers, c'est une relation client-fournisseur. Non, désolé, on co-construit. Et dans l'agilité, c'est bien ça le sujet. Les clients-fournisseurs, ça peut fonctionner à la limite dans des grands cycles en V, avec des méthodes très établies, avec des plans stratégiques à 5 ans où rien ne va bouger. Mais dans la construction, là, on n'est pas en client-fournisseur. On est totalement dans un autre mode de fonctionnement et les product owners, ils incarnent, qui sont duo, ils incarnent finalement cette symbiose entre le SI et le métier. Après, si je peux me permettre, pour pas être que pro-agilité, c'est pas exclusif. On peut faire de l'agilité dans l'évolution des systèmes, etc. Mais on peut aussi mêler ça avec du cycle en V, et de la même manière qu'on peut avoir une culture projet et en même temps avoir une culture produit. C'est le cas de mon équipe. Les projets internes stratégiques, les projets clients sont gérés par des chefs de projet entre guillemets classiques. Et parce que voilà, on a un déroulé pour démarrer un nouveau client, on a un process, on suit les étapes une à une, etc. Il n'y a pas 36 façons de s'interfacer d'un point de vue IT avec un client pour qu'il puisse nous annoncer ses flux de transport. Les évolutions vraiment de nos produits digitaux pour s'inscrire, pour faire évoluer notre offre de services, etc. Là, on est vraiment en culture produit. Et donc, on a des chefs de produits et on travaille avec le métier pour... certes, on est business driven, donc il y a des évolutions qui nous sont demandées par des clients et on se doit évidemment de les mener pour satisfaire leurs besoins. Mais on sait aussi tenir les lignes et dire non, ça c'est pas dans notre stratégie, c'est pas dans notre vision à long terme sur notre produit. Donc soit on accepte de faire un petit accro
va dire ponctuel pour ce client-là parce qu'il le vaut bien, soit on se dit non, en fait, on répond pas à ce besoin-là et donc on est capable de faire le reste, monsieur le client, mais ça, on l'adresse pas parce que c'est pas dans notre stratégie. Oui, hein, l'agilité, c'est s'adapter. Ça ne veut pas dire oui à Voilà, il faut tout. savoir dire Hein. non. Ça veut aussi dire être capable de tenir une ligne parce qu'elle est cohérente ou qu'elle peut impacter tout un tas d'acteurs, puisqu'une demande d'un client peut aussi avoir des répercussions sur d'autres, hein, cet effet domino. Donc être agile et s'adapter. Oui, il n'y a pas qu'une seule recette, hein, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez aussi. Il peut y avoir plusieurs Faut être très façons pragmatique. d'agir, être pragmatique et savoir aussi dire non. Y a-t-il des questions que vous souhaitez poser, partager peut-être un point de votre quotidien, réagir à ce qui a été dit, poser une question, être d'accord, pas d'accord? C'est aussi ça, le sens du débat. Avez-vous une question? Nous sommes en petit comité, donc n'hésitez pas. Oui, est-ce que... Voilà, alors on va vous faire passer le micro. Je vais peut-être vous demander éventuellement de vous rapprocher, voilà, ou si on peut vous le transmettre. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ce partage. J'ai une petite question pour Boris. Vous expliquiez que vous aviez des méthodes agiles avec des product owners et que vous livriez toutes les 2 semaines. Les product owners sont-ils membres de la DSI à part entière? Et si oui, comment vous accompagnez ce changement? Parce que qui dit nouveau livrable dit nouvelle formation. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point-là, s'il vous plaît? Alors oui, on a fait des sprints de 2 semaines sur l'ensemble des outils digitaux, donc l'ensemble de nos applications, sachant que soit c'est des applications, soit des API, parce qu'on a aussi des services ouverts pour nos clients sous la forme d'API. Donc les product owners sont des membres de la DSI, donc sont dans mon équipe. J'ai en fait sous ma responsabilité 2 personnes, une personne qui est directrice de projet, qui va piloter l'ensemble des chefs de projet, et un engineering manager qui va piloter l'ensemble des product owners. Donc on a vraiment la vision produit et la vision projet, mais les deux ne s'opposent pas, ils travaillent, c'est un vrai binôme en fait, ils travaillent vraiment ensemble et ils travaillent à déterminer l'impact d'un projet, que ce soit un projet stratégique pour l'entreprise, un projet interne, soit un projet client, et de voir quel va être l'impact de cette initiative sur l'ensemble des produits digitaux de l'entreprise. Et du coup, on va découper comme ça le sujet et être capable de donner un délai sur la mise à disposition de l'ensemble du sujet à travers les différents applicatifs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. Et du coup, qui forme les end-users, que ce soit les clients ou les clients internes, à ces nouveaux changements? Alors, alors, déjà, on fait des démos au métier à chaque livraison. Donc, à chaque fin de sprint, il y a des démonstrations qui sont faites des changements opérés, qu'ils soient mineurs ou majeurs, sur les outils. Puisqu'il y a des changements qui peuvent prendre plusieurs sprints pour aboutir. Hein, clairement, c'est pas, on fait juste des micro-changements. On peut faire des gros changements qui vont arriver, des grosses itérations. Et donc ça, c'est fait. Des petits changements, c'est essentiellement sur les démos. Et après, sinon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a des key users, donc vraiment des sachants métiers qui, eux, sont dans les opérations. Ils ont participé à définir les solutions. Hein, ils en sont à l'initiative. Et donc, ils sont capables ensuite d'organiser la transmission de cette connaissance dans les équipes. Et on a notamment une équipe méthode et process dans notre organisation qui a en charge cette conduite du changement. Et donc, il s'applique à formaliser les processus quand ils évoluent, faire des logigrammes, expliquer voilà, les différences de traitement. Et on s'appuie après, s'il y a besoin vraiment de formation pure et dure, on s'appuie sur le service RH pour accompagner ces déploiements par des formations des équipes opérationnelles. Et on fait des sessions et donc on déploie. On en a plus de 60 agences en France et dans le monde. Donc globalement, on a tendance à essayer de déployer par périmètre d'agence et pas migrer l'ensemble des agences d'un coup. On y va progressivement là encore. Merci beaucoup. Merci de votre question. Merci Boris pour ces éléments de clarification. Avez-vous d'autres questions? Oui. Alors il y a Yann qui a une question devant. C'est une question aussi pour Frédéric, parce que l'année dernière, on parlait beaucoup d'intelligence artificielle. Là, j'ai l'impression qu'on est revenu à la supply chain, c'est très bien, c'est une chose plus conventionnelle, mais intéressante. Alors, est-ce qu'on pourrait faire le pont entre les deux, et notamment à une époque où on parle beaucoup, si j'en crois notamment Eric Schmidt, qui envisage la fin du coding assez rapidement. Comment tout ça va évoluer, comment ça va faire évoluer, peut-être même changer radicalement la façon dont on développe des applications. Pourquoi pas revenir aussi à certaines choses qu'on a vues il y a des années avec les LKG, où les maîtrises d'ouvrage prennent un peu plus
d'allant sur la conception des systèmes d'information. Enfin, qu'est-ce qui va changer là? J'ai besoin de prospective. On n'avait pas prononcé le mot IA en une seule conférence, c'était un challenge et donc tu nous obliges. Si tu l'as prononcé, Boris? Si, j'ai répété. Ok, d'accord. Ce matin, à la conférence de Gilles Babinet, quand il a présenté un peu les impacts, il y avait un schéma avec trois domaines. Je les reformulerai différemment, mais je suis tout à fait aligné avec ça. En gros, l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs, sa source, c'est la data, hein, qu'elle était mise avant ou après. Le premier, c'est au niveau collaboratif, au niveau de l'ensemble des employés, puisqu'en fait, ils vont tous l'utiliser eux-mêmes comme ils utilisent leur système. Et d'ailleurs, les développeurs aussi, donc ils vont être augmentés eux-mêmes à la force de l'IA, le côté collaboratif, donc c'est les fameux copilotes et tout ce qu'on voit se développer. Et chez les développeurs, il y a ça. Alors à la question, est-ce que ça va remplacer les développeurs sur des travaux récents internes, on voit quand même que c'est assez compliqué, même si OpenAI vient de sortir son codex. Enfin voilà. En tout cas, les ateliers, ça remet finalement encore du vieux. Alors là, peut-être que vous n'avez pas aimé, mais ça remet encore du vieux. C'est les fameux ateliers de génie logiciel qu'on avait abandonnés vont revenir à la sauce de l'IA. Bon, donc le lien avec l'agilité, il y en a un, c'est dans la partie numéro 2, puisqu'en fait, on va avoir des processus hybrides dans lesquels on a à la fois des fameux agents, ça a été cité par Gilles Babinet ce matin, des agents IA avec des collaborateurs qui vont interagir le long de processus qu'il va falloir redéfinir. Donc là, en termes d'agilité, ça va être aussi intéressant de revoir des choses qu'on va devoir les intégrer. Et malgré tous les discours de nos fournisseurs favoris qui nous produisent les applications de RH et ainsi de suite, il va falloir effectivement tout réécrire et tout casser. Donc, et puis son troisième niveau, c'était celui qui était plus stratégique, qui était celui qui était la voiture autonome, qui était son exemple. C'est celui qui va être, on va dire, la raison d'être de l'entreprise. Donc finalement, l'IA ne change pas grand-chose au sens que c'est une utilisation nouvelle de la data, mais avec une puissance phénoménale par rapport à ce qu'on savait faire. Mais elle va respecter le fait qu'on a des collaborateurs, peut-être qu'il y en aura moins, en tout cas ils seront augmentés. Ils vont interagir avec des robots logiciels à défaut, des fois dans les entrepôts, que ce soit des robots réels, hein, c'est déjà le cas chez Amazon. Je ne sais pas si vous savez, dans les entrepôts d'Amazon, dans la zone du milieu, là où on a vu ce matin la conférence des étagères, on ne peut pas y rentrer en fait. Et quand on va faire de la maintenance sur ces étagères, on doit mettre un gilet spécial pour que les robots nous détectent, parce que sinon on met la grouille dans... Parce que lui, il les déplace et ça peut être dangereux déjà. Et voilà, et donc on doit avoir un gilet spécial pour pouvoir rentrer dans la zone et il ne desserve que à côté, hein, pour avoir visité un entrepôt et son fonctionnement. Donc voilà, on va vivre ça. Là, c'est Amazon qui fait ça, mais on va vivre ça partout, à la pharmacie, dans tous les endroits où il y aura des process et des stocks. Et puis il y aura quelques IA un peu sachantes dans plein de boîtes. Donc chez Stern, de ce que je comprends, c'est celle qui est capable d'optimiser l'ensemble des livraisons de tous les camions et tout le CO2 et ainsi de suite. Ça sera peut-être demain une IA à qui on parlera. On l'appellera Gontran et on dira Gontran, j'en fais quoi là de ce camion, et il me donnera la réponse. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. C'est le choix qu'on en fait de l'IA. Nous, chez Stern, on a choisi de miser sur l'humain, sur les compétences, sur les talents de nos collaborateurs. Et donc, on utilise l'IA pour justement le démultiplier, pour les aider à être plus performants. Mais on ne voit pas ça comme un moyen de réduire drastiquement le nombre de TP. En tout cas, ce n'est pas du tout la stratégie du COMEX aujourd'hui. C'est un moyen au service d'eux et non pas un remplacement d'eux. Et donc l'IA va nous rendre plus agiles. Hein. C'était un peu pour la conclusion de la session. Donc... Quel talent, Frédéric, quel talent. Une dernière question et ensuite nous serons contraints par le temps. Oui, madame. On va juste vous donner le micro, s'il vous plaît, parce qu'on a une captation audio, donc sinon on ne vous entendra pas. Nous, on vous entend, mais sinon on n'aura pas de retour son. Merci. C'est bon ? Oui. Tout à l'heure, vous parliez d'une personne de votre équipe qui est responsable des différents product owners, qui analyse les initiatives transverses pour voir les impacts sur les différents produits. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est plus les chefs de projet qui déterminent en fait l'impact. Voilà. Ouais. Ma question, c'était après, vous avez mis quelque chose en place pour coordonner ces différents projets, les différentes initiatives à faire par produit ou... Oui, alors déjà... Je ne sais pas si ma question est claire. C'est une comitologie en fait. Ouais. Nous, toutes les semaines, en fait, à minima une fois par semaine, on se réunit avec les deux personnes là, de mon équipe, l'engineering manager, la directrice de projet, l'architecte technique aussi, parce qu'il y a des impacts
technique. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que des projets d'évolution métier. Il y a aussi, quand on a un patrimoine applicatif, il faut le faire vivre. Il y a des montées de versions, ne serait-ce que pour des raisons de cyber, justement, des choses comme ça, d'obsolescence. Donc, tout ça, on le réunit et on s'assure, justement, moi je suis là pour ramener un peu une vision sur les priorités, être le gardien du temple sur les enjeux les plus importants pour le groupe et de m'assurer, à minima une fois par semaine avec eux, que tous ces enjeux, on coche bien les cases, qu'on agit bien là où il faut agir en premier. Et puis, eux sont là pour m'amener des choses qui sont révélées par les travaux menés. C'est-à-dire, ah mince, là, on va avoir un chantier de refactoring à mener sur un applicatif parce que introduire telle fonctionnalité, ça va casser ça et ça va pas être aussi simple que prévu. Bref, il y a en permanence une remise en question de la roadmap, du planning, parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille dans l'IT. C'est un domaine complexe, mais voilà, notre boulot, mais ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est aussi de le vulgariser et de le remonter au métier pour qu'ils viennent avec leurs enjeux, mais que nous, on vienne aussi avec les nôtres et qu'on arrive à s'aligner sur quelles sont les priorités pour l'entreprise. Et puis, des fois, renoncer. Ça, c'est une phrase que j'aime bien dire. Choisir, c'est renoncer aussi. Donc, c'est aussi important d'expliquer au métier qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà, on n'est que 38, on n'est pas 2000. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. Merci, Boris, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis pour cette séquence. Évidemment, les échanges, les débats continuent. Vous avez aussi beaucoup d'ateliers, les stands qui sont à votre disposition. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 14h pour parler gouvernance, un sujet, vous l'avez compris, qui fait lien avec ce que l'on s'est dit. Très belle journée à toutes et à tous et à plus tard pour ceux que j'aurai le plaisir de recroiser. Merci beaucoup.